Franc-parler, Honoré Naom. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne fête des pères à tous, à l'écoute de la 94.3 Radio Cotonou. Franc-parler du dimanche 18 juin 2023. Nous déposons nos valises à l'INF, Institut National de la Femme. C'est pour trouver une réponse à une problématique. Quel mécanisme pour l'éclosion réelle de la femme béninoise? Des combats sont menés depuis des lustres. Des organisations de la société civile sont créées et dédiées à la gente féminine. Des engagements ont été pris au sommet de l'État. Des initiatives ont été conduites. Des dispositions légales ont été prises. Et pourtant, la satisfaction n'est pas encore totale. Pour soulever une fois encore la question de l'éclosion de la femme béninoise, nous recevons ce matin une tête forte dans ce combat pour l'émergence de la femme, Madame Huguette Bopé-Nyankadja. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Naoum. Vous êtes juriste de formation et aujourd'hui à la tête de l'Institut National de la Femme. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. D'accord. Alors aujourd'hui, fête des pères. Vous avez certainement un message. Je vous laisse faire cette entrée sur l'émission. Merci beaucoup. Je voudrais aujourd'hui dire bonne fête à tous les papas. J'aime bien faire un petit peu cette distinction en disant que tout le monde peut être père, mais tous les pères ne sont pas des papas. C'est pour ça que je préfère le terme. Comment vous faites la différence? Les papas, c'est vraiment ceux qui vont au-delà du fait de la paternité biologique et qui ont à cœur de s'occuper de leurs enfants. Mon métier d'avocate, ma passion pour l'activisme en tant que féministe, ainsi que depuis mon arrivée, depuis septembre 2021, à ce jour, me conforte dans la reconnaissance qu'il y a des pères et qu'il y a des papas. Je le dis non pas pour faire un procès, on va dire, aux pères qui ne sont pas des papas, mais pour dire quand même qu'il est important, au-delà du fait d'être le père ou l'auteur biologique d'un enfant, de se dire que nous sommes des intendants de ces enfants-là. Nous avons la mission d'assurer leur sécurité, d'assurer leur éducation, d'assurer leur bonheur, leur joie. Et c'est extrêmement important. Voilà pourquoi je suis obligée de célébrer tout particulièrement les vrais papas et d'encourager les pères à devenir des papas. D'accord. Donc vous préférez donc bonne fête des papas. Bonne fête des papas, oui. Merci beaucoup à vous. On va rentrer tout doucement dans le vif du sujet, mais nous allons donc focaliser un peu l'attention sur vous avant d'entrer donc sur la thématique. Je voudrais rappeler ici que le 15 février 2023, vous avez reçu des insignes de chevalier de Légion d'honneur à l'ambassade de France. Pourquoi cette distinction? Je m'y attendais pas, c'est vrai, mais j'ai compris aussi. Je dois. C'est l'émission de la franchise, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Franc-parler. Donc le franc-parler. Je crois que j'ai commencé à militer comme activiste assez tôt. Déjà, j'étais d'abord activiste des droits de l'homme et de la démocratie. Et la toute première association dont j'ai été membre s'appelait à l'époque Association Développement, Justice et Paix. Je parle d'une époque qui a précédé la conférence nationale. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai connu pour la première fois Madame Rosine Soglo, parce qu'elle était membre de cette association qui était portée par mon ancien maître de stage, maître Alfred Boyon. Et j'ai connu donc Rosine Soglo à cette occasion. Donc je parle des années 87. J'avais 22 ans. Ensuite, ma passion pour les femmes s'est dessinée de plus en plus précisément, et donc je suis devenue féministe. Et donc ça me ramène vraiment dans des années où j'ai eu la chance, parce que je suis bilingue,
j'ai eu la chance d'être souvent envoyée comme point focal, comme représentant des ONG à de grandes conférences, Monterrey, financement du développement, pays les moins avancés, tout ça. Donc c'est vrai que je me suis fait connaître à une échelle internationale. Ensuite est venue l'opportunité que j'ai eue d'être membre de du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça m'a fait beaucoup voyager. Grâce à l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire pour la francophonie, j'ai visité, travaillé avec beaucoup de parlements et je me suis étendue, si je puis ainsi dire. Et je crois que avec l'ambassade de France, avec laquelle j'ai développé aussi de bonnes relations pendant que j'étais coordonnatrice du réseau WILDAF, etc., membre de Social Watch et autres, je crois que ce sont des personnes qui vous observent et qui, à un moment donné, c'est surtout ça, estiment que vous avez fait un travail qui mérite d'être reconnu. Je crois que c'est à ce titre que j'ai reçu cette légion. D'accord. Et curieusement, un mois après, parce que ça fait, c'était le 15 février, et déjà le 15 mars, vous êtes nommé à la tête de l'Institut national de la femme, pour être donc précis, un mois après. Alors, quel était l'objectif? C'est vrai. Parce que je rappelle que vous étiez déjà dans la maison. C'est vrai. J'étais dans la maison depuis septembre 2021 comme secrétaire exécutive et c'est vrai que ce trimestre a été pour moi un trimestre assez mouvementé en émotions. D'accord. Et je crois que pourquoi cela? Je crois que d'abord c'était une volonté et une conviction du chef de l'État de me promouvoir à cette fonction-là. Et je crois aussi que c'est l'expérience accumulée en 1 an et demi qui a permis qu'il me fasse cette confiance. C'est vrai aussi que l'avantage que j'ai eu en tant que secrétaire exécutive et donc chargée de l'exécutif à une époque où nous n'avions pas encore de personnel technique. Donc ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier et je crois qu'il a reconnu que j'avais quand même fait pas mal de travail en 1 an et demi. Et quand il a voulu faire ce changement, il m'a choisi. Mais je crois aussi que l'objectif, c'était de donner une nouvelle impulsion à l'INF avec une équipe jeune et dynamique, 2 générations si je puis ainsi dire, moi étant d'une génération de la cinquantaine et le reste de l'équipe jeune et dynamique pour donner une nouvelle impulsion à cette transformation sociétale que nous recherchons. D'accord. Alors, pour rentrer un peu dans les coulisses, le chef de l'État vous a dit quoi de façon précise? Quelle était la demande? Alors, le chef de l'État m'a dit je veux donner une nouvelle impulsion à l'Institut national de la femme. Êtes-vous en mesure de jouer le rôle de la présidente, de celle qui incarne le leadership féminin et qui est en mesure d'accompagner une équipe jeune, dynamique, qui va apporter cette impulsion dont je vous ai parlé. Il m'a dit, je voudrais que l'Institut national de la femme soit un modèle d'efficacité, un modèle de compétence, un modèle de célérité, un modèle qui soit connu non seulement sur notre continent, mais au niveau international. Pour promouvoir un modèle, il faut d'abord le construire. Et je crois qu'il veut vraiment que l'opérationnalisation de l'INF soit encore plus avancée. Et cela a été accompagné d'un certain nombre de nominations pour permettre vraiment que cette nouvelle impulsion soit donnée. Nomination d'une nouvelle secrétaire exécutive, mais aussi nomination d'une équipe technique qui est venue renforcer l'équipe technique qui a commencé à être mise en pied en janvier, donc 2 mois avant. Et aujourd'hui, on a constitué des pôles techniques et vraiment... Même vous êtes allé même à l'étranger pour trouver... Oui, parce que justement, nous devons comprendre en fait que la question n'est pas celle d'un dédain vis-à-vis de la compétence qui est sur place, non. Mais la dynamique est une dynamique béninoise, mais c'est une dynamique africaine. Tout à fait. Et il est bon de faire comprendre que une personne d'un autre pays dans notre équipe, c'est une personne qui nous apporte aussi
ça... un autre regard. Un autre regard. Ouais. Mais par rapport à des problématiques qui sont les mêmes. C'est ça. Au Cameroun, ce que subissent les femmes ici au Bénin n'est pas différent de ce qui se passe au Cameroun. Oui. Mais aussi avec une certaine expertise. C'est ça. Une expertise particulièrement en termes de campagne, comment rassembler le plus grand nombre autour de la question. En tout cas, canaliser beaucoup d'énergie pour atteindre l'objectif. Exactement. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement la mission de l'INF? D'accord. Alors, c'est une mission à deux volets, Allez-y. mais deux volets qui sont très liés. Le premier volet, c'est la promotion du leadership féminin. Et là, il n'y a pas de domaine précis, comment dire, il n'y a pas un domaine qui soit écarté. Il n'y a pas une sphère qui soit écartée. C'est la sphère publique, c'est la sphère privée, c'est le domaine, le plus connu, c'est le politique, mais c'est aussi l'économique. Je veux parler de l'entrepreneuriat, c'est aussi le social, c'est aussi le culturel. Promouvoir le leadership des femmes artisanes, des femmes dans le domaine de la musique, etc. Donc, c'est vraiment la promotion de femmes qui se déploient, d'abord qui vont à la découverte d'elles-mêmes, qui font connaissance avec leur talent et qui développent leur talent en liberté, en fait, qui peuvent faire éclore leur talent, les dévoiler, les mettre au service de la nation sans subir les pesanteurs, les blocages liés au fait que c'est une femme, fait pas ci, fait pas ça, etc. Donc, la question de la confiance en soi. Le mal persiste toujours. Le mal persiste. Le mal persiste. Donc, et il faut aussi éveiller les femmes à cette conscience de ce que les hommes font, elles peuvent faire aussi. Donc ça, c'est le volet promotion du leadership féminin. L'autre volet, c'est la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes. Et là, c'est vraiment c'est dans la prévention, avec la sensibilisation, avec l'information, c'est dans l'action aussi, avec l'assistance juridique, avec l'assistance judiciaire. Et sur ce point, je précise que c'est une assistance judiciaire qui est gratuite pour toutes les femmes qui sont économiquement vulnérables. Et pour les filles aussi, bien sûr. Donc voilà les deux volets que nous déployons. C'est sur ça que vous travaillez. C'est sur ça. Alors quand vous avez pris les rênes, parce que vous étiez à l'intérieur, à un autre poste, mais après propulsé à la tête de l'institution, quel était pour vous l'état des lieux? Est-ce que ça a changé quand vous avez changé de position, vous avez regardé la maison autrement? C'est vrai que ça fait à peine quelques mois, oui. N'est-ce pas? Disons que j'ai l'avantage, pour avoir joué ce rôle un secrétariat exécutif, de pouvoir accompagner aussi la nouvelle équipe, de l'accompagner pour prendre ses marques. Nous avons fait un atelier d'immersion, nous sommes engagés à constituer une équipe, donc il fallait se connaître, il fallait savoir ce qui se passait dans la maison, savoir quelles orientations, comment renforcer ce qui se faisait et comment aussi on peut réfléchir autrement, comment on peut innover davantage, etc. Alors l'état des lieux, c'était un état des lieux pour moi, en toute modestie également, assez satisfaisant. C'est vrai, beaucoup de gens se sont plaints de ce que on ne nous a pas beaucoup vu, notre visibilité n'était pas assez grande, mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord c'est un modèle. Donc l'INF, l'ancien Institut national de promotion de la femme a été dissous. Donc c'est une nouvelle dynamique totale qui s'est mise en branle. Donc c'était une dissolution? Oui, ça a été une dissolution. D'accord. N'est-ce pas? Parce que la mission n'est pas exactement la même, l'approche n'est pas la même, et les résultats qu'on recherche sont des résultats qu'on veut concrets, mesurables, etc. Donc on est parti pratiquement de zéro, si je puis ainsi dire. Et il faut pas oublier que c'est pied à pied en fait que ça s'est construit. L'opérationnalisation s'est faite par étapes. Donc si je comprends bien, l'INF sous Madame Boko est totalement différent
de celui que Claudine Prudencio a présidé, où vous suivez maintenant, comment dirais-je, vous gérez la suite de l'Institut. Il y a eu totalement une différence. Il y a eu totalement une différence parce que la mission n'était pas la même. Ce n'est pas parce que Mme Vicentia Boko a échoué, non, pas du tout. Mais si vous prenez rien que le pouvoir d'ester en justice et d'accompagner les victimes qui a été donné à l'Institut national de la femme, vous comprendrez pourquoi c'est pas la même chose. Et aussi, la première année et demie a servi beaucoup plus à s'occuper immédiatement du second volet de la mission, qui est celui de l'assistance juridique et judiciaire. C'était ça en fait l'essence, la lutte contre les violences. Il a fallu, l'attente était énorme. Et dès les premiers jours de l'Institut national de la femme, les plaintes ont commencé à tomber, les dénonciations ont commencé à tomber. Donc, le travail qu'on a fait pendant 1 an et demi a été beaucoup plus un travail dans l'ombre qu'un travail à la lumière des caméras. N'est-ce pas? On a reçu énormément de plaintes. On a constaté quel était le profil des victimes et on les a immédiatement accompagnées. Il a fallu organiser la défense des femmes devant les juridictions devant diverses juridictions, mais c'est vrai que la principale, c'était la Criette, parce que ce qui a prédominé, c'était vraiment les violences à l'égard des filles. Donc, voilà. Donc, la première année s'est construite autour de ça, mais aussi autour d'une grande contribution de l'Institut national de la femme à de grandes questions, de grands débats nationaux. Par exemple, la conférence que nous avons eue, les états généraux pour l'accélération de l'éducation de la fille. L'INF a joué un rôle important. Il y a eu des assises au niveau des parlements sur une meilleure représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. L'INF a également beaucoup participé à cela. Il y a eu les 3 lois, les triplés, comme j'aime bien les appeler, des lois, et quand elles ont été promulguées, il a fallu communiquer dessus. C'est ça. L'INF a énormément communiqué dessus, surtout sur celles qui crispaient le plus les populations, celles relatives à l'interruption volontaire de grossesse. Nous avons énormément communiqué dessus. Et nous avons également... Et j'espère que la sensibilisation n'est pas terminée. Elle se poursuit, c'est sûr, parce qu'il faut pas du tout tolérer une mauvaise interprétation de cette loi. Non. On a vraiment été clair que c'était pas une camisole de force. On a expliqué aussi pourquoi les conditions se sont élargies dans un État républicain. Il ne faut pas l'oublier. Mais la sensibilisation et la vulgarisation se poursuivent. On l'a fait aussi particulièrement avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parce qu'il y avait aussi la crispation sur la question de l'interdiction des relations amoureuses entre enseignants et apprenants. C'est ça. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous déjà, et je tiens donc à dire aux auditeurs que à partir de 11h30, ils peuvent donc appeler et poser des questions sur la thématique du jour. On parle bien entendu de l'éclosion de la femme béninoise avec notre invité, Ghislain Abangba, donc est au standard pour vous recevoir à partir de 11h30. Et nous poursuivons ici donc cette émission pour évoquer un tant soit peu les changements que vous aviez pu opérer en 3 mois. Alors, en 3 mois, je crois que, en fait, de changement, c'est plutôt ma contribution aux côtés donc de la secrétaire exécutive qui en a la charge à l'organisation des 3 pôles. Désormais, il y a 3 pôles. Il y a le pôle assistance aux victimes, il y a le pôle juridique et il y a le pôle communication et sensibilisation. Donc, il fallait définir en fait le cahier des charges, si je puis ainsi dire, de ces pôles-là, et s'assurer que il y a une symbiose entre les 3 pôles. Il fallait aussi passer la main, si je puis ainsi dire, à la secrétaire exécutive, et tout ça s'est fait et continue de se faire vraiment dans un cadre vraiment d'équipe. Ça nous a fait du bien de faire cet atelier. Vous êtes vraiment à la tête d'une famille, c'est ça? Oui, je suis un peu comme celle qui s'assure
que la famille se porte bien, qu'elle fonctionne bien et que tout va bien. Les rôles sont vraiment bien définis et en ce qui me concerne aussi, être l'incarnation, on va dire, du leadership féminin, mais aussi parce que certains s'empressent déjà de dire oui, l'Institut national de la femme veut casser les ménages, etc. Et je crois que je communique suffisamment pour faire comprendre que ce n'est pas pousse-toi, je veux prendre ta place, mais que c'est fais-moi de la place à tes côtés. Et que pendant les 1 an et demi où je suis restée secrétaire exécutive, il n'y a pas eu de situation, sauf les cas de viol et autres, pour lesquels il n'y a même pas question de discuter de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de situation de violence intraconjugale qui n'est pas connue d'invitation du mari et de beaucoup de travail entre les couples, au sein des couples, pour leur expliquer que la violence n'est pas tolérable, mais aussi que la non-violence n'est qu'un gain pour un couple. Donc il y a ce travail que je continuerai toujours de faire pour montrer que le respect du droit des femmes, c'est aussi l'équilibre de la famille. D'accord. Alors, fondamentalement, aujourd'hui, vous-même, vous aviez cité beaucoup de choses, même des dispositions légales ont été prises. Et quand vous voyez, par exemple, la loi pour le positionnement sur les listes et autres, les hommes se sont contentés de donner juste ce qui est prévu, entre griffes, pour avoir plus de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'actions menées en faveur de la femme. Mais pourquoi ça cloche toujours? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, c'est un combat de longue haleine. Déjà, ça, il faut bien se le dire. Toute transformation sociétale, elle prend du temps. Alors, ce que, dans cette dynamique, depuis la création de l'INF, je n'ai cessé de dire que on va sortir des sentiers battus de la sensibilisation telle qu'on avait l'habitude de le faire. Que nous voulons collaborer dans la sensibilisation avec les hommes. Il faut enfin qu'on se dise que c'est une question nationale et non pas une question des femmes. On va pas continuer de... C'est pas une affaire de féministes. C'est pas une affaire de femmes, je vais dire. Tout court. Pourquoi? Parce que on ne peut pas continuer de lutter contre la violence à l'égard des femmes commise par des hommes en ne discutant qu'entre femmes, en ne faisant des stratégies qu'entre femmes. Donc, il faut nécessairement inclure les hommes. Il y a des hommes non violents qui sont d'excellents partenaires pour mener ce combat, pour qu'on sorte de l'affaire des femmes ou bien l'affaire qui vient de l'Occident, pour nous asseoir et pour nous rendre compte que des hommes puissent dire à des hommes violents, ce n'est pas béninois de voir moi, de te voir, toi, mon frère béninois, à 30 ans, violer une fillette de 4 ans. On n'a pas besoin que ça soit écrit dans une loi, que ça ne se fait pas. Et même quand on plonge dans nos racines culturelles, quand on plonge dans nos traditions, il y a 2 jours, je disais, mais vous regardez les noms qu'on donne aux enfants. Maouna, ceci, cela, la signification même que nous donnons au nom de nos enfants montre combien le nom de l'enfant, combien les enfants sont précieux. Le caractère sacré. Les femmes aussi, Tombonou Weti, Naete, Vovonombakin, tout ça, ça doit rentrer dans l'âme. Et on n'a pas besoin de loi pour comprendre que la violence à l'égard des femmes n'est pas tolérée par notre société et que la violence à l'égard des filles l'est encore moins. Donc, changer de paradigme par rapport à la sensibilisation, inclure les hommes, mais également rechercher les ingrédients de nos valeurs endogènes qui promeuvent les femmes et qui interdisent la violence à l'égard des femmes et des filles. Et à ce titre, l'Institut national de la femme, dans son PTA, a prévu de faire cette étude-là. Les leaders traditionnels, les leaders religieux sont prêts à nous aider à exhumer ces ingrédients-là. Voyez-vous, je me souviens avoir discuté avec une femme Yoruba qui m'a dit, mais nous les Yoruba, la façon dont on nous éduque, nous-mêmes d'abord, si on nous demande de nous asseoir comme des Madame Salon, aucune de nous n'acceptera. Aucun mari qui épouse une fille Yoruba ne peut lui dire, tu restes à la maison, tu ne fais rien. Et donc je me dis,
si c'est possible comme ça, on peut aussi exploiter ce genre de culture pour faire comprendre que on peut pas demander à une femme parce qu'on l'a épousée d'arrêter ses études ou de lui dire donne ta démission dans ton lieu de travail, tu restes à la maison, tu te consacres seulement à moi et à nos enfants. Donc il y a des choses de chez nous qu'on va mettre dans une main, de l'autre tenir les codes. Parce que là aussi, ce qui nous a manqué, c'est la sanction, mais vraiment une sanction exemplaire. Donc on va sensibiliser en innovant, on va vulgariser en discutant, en informant, mais on va sanctionner. C'est ça. On va sanctionner et on va sanctionner fermement. Jusqu'à même envoyer un papa en prison, c'est ça? Ah, il y a des papas qui vont en prison. Ah, écoutez, si un papa viole sa fille, il va aller en prison. Si un papa harcèle sexuellement sa fille, il va aller en prison. Voilà. Si un papa marie de force sa fille, déscolarise sa fille et la marie de force, si après toutes les sensibilisations qu'on fait, il persiste, il va aller en prison. Il va aller en prison parce que il faut montrer que ce n'est plus admissible. Et vous pensez que en utilisant, bien entendu, ces mécanismes-là, on pourra véritablement changer la donne? Je pense que nous allons avancer. Et ce que recherche l'Institut national de la femme, la nouvelle chose aussi, c'est un cadre de concertation qui va permettre un dialogue communautaire. Celui dont je vous parle. Le dialogue communautaire qui va faire que lorsque un homme de 30 ans viole un enfant de 5 ans et qu'il est passible de 10 ans de prison, ça ne devienne pas une querelle à mort entre sa famille à lui et la famille de la fille violée. Que la famille du violeur ne dise plus à la famille de la violée « Vous avez envoyé notre fils en prison ». Ce dialogue communautaire, c'est notre vœu, c'est qu'il permette que la famille du violeur se dise « Ce que notre fils a fait l'a envoyé en prison ». Et que ça permette que la famille du violeur et la famille du violé puissent continuer de cohabiter dans le même village, sans que ça ne se termine, ça ne devienne un combat à mort de deux familles, puis ensuite de deux collectivités, puis ensuite de deux clans. Parce que véritablement, ça crée des tensions dans ça crée des tensions, mais on ne peut pas laisser impuni le viol d'une fillette, d'une mineure, par un majeur. Particulièrement, je ne dis pas que les autres viols ne sont pas graves, mais c'est briser une enfance et un avenir. Trop tôt que de violer un enfant à cet âge-là. On a des viols sur mineurs de 4 ans. Donc, nous devons réussir ce dialogue communautaire qui va faire que, avant même que la personne ne soit recherchée, c'est les gens de sa communauté qui vont le rechercher, l'arrêter, le conduire au commissariat. C'est ça. Ça devait être le moteur de la mécanique. Alors, qu'attendez-vous véritablement des femmes elles-mêmes dans ce combat? Ce que nous attendons des femmes, c'est notre écoute, c'est qu'elles nous fassent confiance et que elles se fassent confiance. Est-ce que vraiment vous avez bonne presse? Aux yeux des femmes, hein, je parle bien entendu. Ah, si nous n'avons pas bonne presse, apprenez-le-moi. Parce que pour les femmes que moi je reçois, que nous recevons à l'Institut national de la femme, nous avons bonne presse. Et si on n'avait pas bonne presse, elles ne viendraient pas aussi nombreuses. Le nombre de femmes et la diversité, on va dire, de catégories de femmes qui viennent à l'INF, je ne peux pas vous dire. Vous avez des intellectuels, vous avez des femmes riches, vous avez des femmes moins riches, vous avez des femmes dans un état d'extrême vulnérabilité, vous avez des jeunes filles, vous avez des jeunes femmes, vous avez toutes les catégories de femmes. Vous avez des femmes qui sont vraiment, qui occupent des postes très importants. Toutes les femmes sont touchées par la question des violences et toutes les catégories de femmes viennent se confier à l'Institut national de la femme. Et vous voyez véritablement des femmes peut-être à des postes de responsabilité, mais vous n'avez pas idée de la pression subie à la maison. C'est même celles pour qui c'est encore plus difficile parce que au poste où elles sont et aux responsabilités qu'elles exercent, c'est elles qui ont le moins d'oreilles attentives, c'est elles qui ont le plus de mal à se confier. C'est extrêmement difficile de se confier à ce niveau-là. Des personnes qui occupent des postes importants, mais qui sont de grands violents à l'égard de leurs épouses. Donc, disons que peut-être la différence, c'est que elles ont
quand elles surmontent la difficulté à se confier, à reconnaître qu'elles sont victimes de violences, elles ont au moins un choix que les femmes économiquement vulnérables n'ont pas. C'est ça. Celui de quitter le lieu où elles subissent la violence. Alors, comment faire pour que l'homme ne lève plus la main sur la femme? Comment faire? Je crois que c'est d'abord une question d'éducation. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous insistons sur l'éducation des enfants. Ceux qui disent que la première solution, c'est l'éducation, ils ont raison. Parce que les hommes violents, en général, sont des hommes qui ont vécu dans la violence. C'est-à-dire qu'ils ont grandi dans une violence qui n'a pas été réprimée. Donc, ils ont fini par trouver peut-être normal que leur maman soit battue par leur papa, que comme leur maman est restée, donc pour eux, c'est la norme. C'est comme si c'est la tradition. C'est comme si c'est la norme, en fait. Et que ce n'est pas si mauvais que ça. Bien sûr, il y a ceux qui réagissent très mal et qui se disent « Moi, je ne ferai pas ça à ma fille, moi, je ne ferai pas ça à ma femme. » Mais c'est une question d'éducation. C'est aussi à la mesure de ce que le patriarcat, vous savez, a la vie très, très dure. Le patriarcat, c'est dans beaucoup de réactions. Et c'est pour ça que c'est long à combattre. Mais ça va passer par l'éducation. Si les hommes d'aujourd'hui nous écoutent et sont d'accord avec ce que nous disons, ils éduqueront leurs enfants différemment. C'est ça. Je dis toujours que moi, ma génération, nos parents nous ont appris à être de bonnes épouses. Mais nos frères, nos parents ne leur ont pas appris à être de bons époux. C'est simple, c'est de commencer à dire déjà aux petits garçons de la maison, tu n'as pas le droit de taper ta sœur. Tu n'as pas le droit de taper ta sœur et en plus, tu dois du respect. C'est-à-dire, tu dois le même respect que tu as pour ton grand frère et autres, tu dois l'avoir aussi. Et la protéger. Ta petite sœur. Si on peut leur apprendre à protéger leur sœur, ce serait formidable. Il faut aussi qu'on fasse attention aux signaux que nous-mêmes nous donnons. On entend des mamans parfois qui... Je tiens, avant de vous laisser poursuivre, à dire aux auditeurs qu'ils peuvent déjà commencer à nous appeler et donc pour pouvoir intervenir, poser des questions ou donner bien entendu leur contribution à cette émission. Je vous laisse poursuivre. Parfois, nous, mamans, nous avons des réflexes bizarres où, devant une situation, on dit au petit garçon, ou on dit à notre fille qui est même plus âgée que le petit garçon. J'ai déjà vu une maman dire ça. Ah, mais tu sais, ma fille, que tu le veuilles ou non, c'est lui le garçon de la famille. Ça fausse totalement. C'est pas possible. Oui. Vous pouvez pas dire ça aux plus jeunes. Le résultat, c'est que parfois vous avez des enfants, qui traitent leur grande sœur, mais comme leur esclave. On va prendre le premier intervenant. Bonjour à vous. Oui, monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour. Votre nom? Je vous prie d'arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. Il faut le faire chaque fois que vous appelez. Votre nom? C'est monsieur Bernardin Fabi. D'accord, nous vous écoutons. Ok, je salue madame Yakaja. Bonjour, monsieur. Oui, et je vous respecte beaucoup et je vous suis tout le temps quand vous venez à la radio. Merci beaucoup. Et je dis très bonne fête de paix à tous les papas, en commençant par monsieur Luc Yakaja. Merci. Monsieur Naoum et à tous les pères. D'accord, merci. Votre question? Bon, et tout d'abord par rapport à votre émission, il y a eu dissolution de l'ancienne INF. Et jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi c'est dissolu. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une mise à jour par rapport à cet institut pour que la même équipe continue de travailler? Et ça nous a étonné que ça a été changé, et celle qui est à la tête est partie, et c'est la même de cet institut qui est à la tête aujourd'hui. Bon, on ne sait pas pourquoi. Si vous pouvez me donner un peu de détails par rapport à ça. D'accord, merci. Et je vais demander à madame Yakaja, si par hasard, votre enfant, garçon, qui est déjà marié, si sa femme vient se plaindre dans votre institut, est-ce que vous allez prendre la mesure des choses, comment cela se fait pour les autres, pour pouvoir traiter ce dossier-là?
Et pour finir, est-ce que ce n'est pas bon d'avoir une émission? Ça peut être Radio Topa, ça peut être Radio Cotonou, ça peut être Diaspora FM, tout ça, pour que on puisse donner plus de détails, des conseils à avoir au sein d'un couple, et pour les hommes et pour les femmes, et pour nos enfants, comme vous êtes en train de faire. S'il peut y avoir une émission spéciale où on sait que tel jour dans le mois, il y a telle émission, je crois que ça va nous arranger. Merci beaucoup à vous. On va prendre un autre intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. À qui avons de l'honneur? Oui, El Hadji Sidi Ibrahim, depuis Adjabo. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Donc, ce que je voudrais savoir, la femme qui tape pour la première fois son mari, qui tape son mari là, alors, comment est-ce qu'il faut appeler ça là? Comment est-ce que le mari doit agir? La femme qui porte le premier coup à son mari, comment est-ce que le mari va agir? Donc, c'est ma question. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Et on nous dit qu'il n'y a plus un autre intervenant en ligne pour l'instant. On va continuer. Vous pouvez commencer à répondre le temps de recevoir d'autres appels. Okay. Allez-y. Alors, pour la première question par rapport à l'Institut national de promotion de la femme, c'est le chef de l'État qui a pris la décision de dissoudre l'Institut national de la femme et de donner une nouvelle orientation à l'Institut national de la femme. En fait, vous allez voir, l'Institut national de promotion de la femme a beaucoup plus travaillé sur les études pour faire ressortir les déterminants de la violence, etc. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, ce que le chef de l'État a voulu, c'est que l'Institut national de la femme soit un outil, un bras opérationnel pratiquement au service, on va dire, de la justice, pour que l'impunité, par exemple, la question de l'impunité soit réglée. J'avais dit tout à l'heure que l'Institut national de promotion de la femme n'avait pas ce pouvoir d'essayer en justice. Donc c'est une totale restructuration, une totale redéfinition des objectifs et des orientations à donner qui a motivé le chef de l'État à procéder ainsi. C'est ça. Alors, vous avez posé une deuxième question sur le garçon marié, mon fils. Je n'ai que des garçons, justement, donc... Comme exemple. Alors, si son épouse vient se plaindre à l'Institut national de la femme, son dossier, je vous le dis, mes enfants me connaissent, mes 3 garçons me connaissent, je vous le dis la main sur le cœur que son dossier sera traité exactement comme le dossier de toute femme qui vient se plaindre. Maintenant, avant que son dossier n'atterrisse à l'INF, ça voudrait vraiment dire que je suis restée inactive, ce qui ne me ressemble pas. Déjà, mes garçons, ça fait longtemps, depuis qu'ils sont tout petits, parce qu'ils étaient tout petits quand j'ai commencé comme féministe, ils savent ce que je pense de la violence à l'égard de la femme. Ce ne sont pas, je rends grâce à Dieu et je continue de prier pour que ça soit le cas, ce ne sont pas des enfants de nature à être violents vis-à-vis d'une fille. Je pense même que j'ai tellement fait qu'ils sont trop gentils. Trop gentils, mais c'est une parenthèse. D'accord. Donc, ça, c'est pour vous dire que l'Institut de la femme, national de la femme reçoit des plaintes dirigées contre, comme je vous ai dit, des personnalités, et nous faisons un traitement égal de toutes les plaintes. La personne peut être un ministre, elle peut être un député, elle peut être un haut fonctionnaire. Vous avez un cas? Nous avons des cas, mais vous comptez sur moi pour ne pas l'exposer ici. Mais nous avons de grandes personnalités qui ont déjà été interpellées parce que leurs épouses sont venues se plaindre. D'accord. Alors, il y a une autre question où on dit est-ce que vous ne pouvez pas avoir une émission, par exemple? C'est une excellente idée. Oui. Et je peux lui dire que nous allons procéder ainsi. C'est ce que nous appelons des émissions thématiques. Et c'est le programme que le pôle communication et sensibilisation de l'INF est en train de préparer. Nous avions commencé déjà avec des émissions avec Dawawe et Joe Lono.
que nous allons reprendre maintenant avec la nouvelle équipe du pôle communication et sensibilisation. On va avoir des émissions thématiques, il a parfaitement raison. Donc je peux dire que sur Radio Cotonou, par exemple, on peut s'engager à vraiment animer une émission dédiée à la femme. Oui. On a d'ailleurs une tranche ici en fond qui parle de la femme. Une chose est sûre, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus en détail hors antenne pour vous dire tout simplement que toutes les conditions sont réunies ici à Radio Cotonou pour que vous puissiez vous exprimer et donner la parole à la femme. On verra la collaboration qu'il faut pour mettre derrière ça. On poursuit donc... sur la femme qui frappe son mari. Oui. Ce que... La première à porter. Je crois qu'il ne faut pas riposter. Parce que nous parlons de la non-violence au sein du couple. Donc, si la femme vous porte le premier coup, il ne faut pas riposter. Il faut aller à l'Institut national de la femme pour se plaindre. Il faut ne pas riposter. Et il faut communiquer, en fait. Il faut se calmer et il faut demander à communiquer avec votre épouse. Si vous n'arrivez pas à communiquer sur la question avec votre épouse, vous pouvez vous confier à des personnes proches, mais il faut ne pas réagir, mais lui dire que ce soit la première et la dernière fois que tu lèves la main sur moi. Ça, je le dis aussi bien pour un homme que pour une femme. Donc, je ne conseille pas à une femme, parce que c'est la femme qui la première a porté la main sur lui, de la frapper en retour. Parce que, figurez-vous, aujourd'hui, il y a une frange d'hommes qui se plaignent de violence de la part de leur épouse. Mais quand on fait une enquête, qu'on les écoute, on se rend compte que c'est à force d'avoir contenu la violence du mari que le couvercle de la marmite, parce qu'il y a eu trop de vapeur, a commencé à se soulever. Donc les femmes ont commencé à dire, c'est fini, ça s'arrête là. Si tu me frappes encore, je riposte, voire même que c'est moi qui vais prendre le devant. Donc c'est une réponse à de la violence qui a duré longtemps. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait de la violence au sein du couple. Donc, si vous violentez votre femme, c'est que attendez-vous à ce qu'elle aille donc apprendre les shotokans pour pouvoir réagir. C'est une réaction possible en tout cas. Mais ce qui se passe, c'est que les hommes, quand les hommes subissent vraiment une grande violence et qu'ils ont envie de se plaindre, il y en a qui viennent à l'Institut national de la femme. Des hommes viennent vers vous? Il y a des hommes qui viennent, mais l'Institut national de la femme a une mission précise. Mais jamais nous ne fermons la porte à ces hommes-là. Nous les conseillons. Et nous les orientons. Quand ils sont déterminés à aller en justice, depuis longtemps, la justice pénale est là. Coups et blessures volontaires, c'est là depuis. Donc on leur dit, vous pouvez déposer plainte entre les mains du procureur à un commissariat. Vous pouvez déposer plainte si vous subissez trop de violence de la part de votre épouse. D'accord. On va prendre donc un autre intervenant qui est en ligne. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Benjamin. À qui avons l'honneur? Monsieur Abraham Godonou. D'accord, nous vous écoutons, monsieur Godonou. D'accord, je salue votre invité, ça doit être certainement madame Boupé. Tout à fait. Bonjour, monsieur Godonou. Bonjour madame, comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonne fête. Merci maman. Votre question? Tout à l'heure, là, je vais vous faire marrer un peu. Monsieur Ben a parlé de vos enfants et vous avez dit que si jamais un dossier de vos enfants arrivait à l'Institut, vous allez traiter ça comme les autres là. Et quelque part là, vous avez bégayé un peu quoi. Bégayé? Ah bon? Vous suivez tout ça de la maison, c'est ça? J'ai bégayé? Vous avez posé la question là. Avant de donner la réponse. Bon, c'est normal. Je n'ai pas réalisé que je voulais intervenir concernant une sorte de violence. Allez-y. La violence morale. Est-ce que vous savez que les hommes subissent la violence morale physique dans les foyers? Vous savez ça de la part des femmes? Réciproquement, parce que nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la femme, hein. Nous vous écoutons quand même. Oui, on vous écoute. Voilà. Et l'homme qui est au foyer avec sa femme, il y a des violations. 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 Il y
peut-être un petit problème au sein du foyer, l'homme va, il revient, et quand il vient, c'est peut-être, il est peut-être accueilli par des chansons, par des manières de faire, tout ça là. C'est-à-dire, la femme s'agit, elle fait quand même pour montrer à l'homme qu'elle est mécontente, bon, en tout cas, qu'elle est en train de manifester sa couleur, ou bien, bon, c'est des chansons à ne pas en finir, jusqu'à ce que, parfois, vous êtes obligé même de sortir. Pour ne pas supporter, c'est-à-dire cela, pour ne pas entendre certaines choses. D'accord. Parfois, il y a même des propos, directement, on vous, je sais pas, on utilise les enfants pour vous interpeller. C'est-à-dire, quand vous entendez les propos là, vous savez que c'est à vous directement qu'elle s'adresse, et non aux enfants. Mais on utilise quand même les enfants pour le faire. Vous savez qu'il y a ce genre de violence tout le temps dans les foyers et que les hommes subissent. Je ne sais pas. Okay. Alors quelle est votre préoccupation là-dessus? Quel conseil il faut donner D'accord. à ces femmes-là qui se comportent comme ça vis-à-vis de leurs hommes? Et surtout quand l'homme revient, il est fatigué peut-être du travail depuis le matin, il revient et il est accueilli par ce genre de comportement au foyer. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. Et donc, on revient. Il y a encore un autre au standard? Non. OK. On peut poursuivre. Vous pouvez réagir, madame. Alors, monsieur Godonou, je vous ai écouté. Bon, si j'ai bégayé, rassurez-vous, ça ne change pas mon opinion. D'accord. Sur le fait que tout le monde sera traité vraiment en toute équité. Oui. Alors, la violence au sein du couple. Avant de répondre, on va prendre celui qui est là et on va reprendre globalement après. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naomi. Oui, à qui avons l'honneur? D'accord. Nous vous écoutons, Madame Abiat. Madame la présidente de l'INF. Bonjour, madame. Bonjour, aujourd'hui, bonne fête à tous les pères. Oui, merci. Okay. Mais nous sommes très contents de la façon dont votre débat se déroule, mais on vous dit merci. Moi, j'ai une question, seulement une ou deux. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est dans les hameaux les plus reculés que vous devez asseoir la sensibilisation? Parce qu'on a remarqué que la féodalité a pris siège dans nos coins reculés. Et là-bas, la femme souffre beaucoup. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de cela en ville, mais c'est moindre à ce que nous attendons, nous remarquons dans le village. Donc, c'est une suggestion que je vous fais, ou je ne sais pas si quelque chose est fait déjà dans ce sillage-là. D'accord. Bon, merci beaucoup. C'est tout? Bonne émission à vous, oui. Okay. Merci. Et donc, nous revenons sur ce plateau. Hein. Oui. Alors, sur la question de la violence morale, comme j'avais donné un exemple tout à l'heure, c'est vrai que de la même façon qu'il y a des hommes d'une nature vraiment sauvage, si je puis ainsi dire, c'est comme ça aussi que, oui, il y a des femmes qui sont, comment dirais-je, agressives. Pied de guerre tout le temps. Oui, mais par expérience et pour avoir entendu beaucoup de couples et pour avoir entendu gérer beaucoup de situations, qu'est-ce qui se passe? L'accueil des hommes par les femmes au foyer est intimement lié au traitement qu'ils leur font. Aucune femme n'a de raison de mal accueillir son mari, sauf si peut-être qu'elle sait qu'il a quelqu'un dehors, donc forcément elle n'est pas contente. Elle sait qu'il fait des détours par là. Il a l'habitude de passer la moitié, plus de la moitié de ses week-ends là-bas. Il n'est pas fatigué par le travail, c'est pas autre chose. Voilà. Donc, ce genre de, comment dirais-je, d'ambiance, c'est ça qui génère ce genre d'accueil. Ou alors, il y a des femmes qui chantent. Pourquoi? Parce qu'elles ont tellement demandé la popote, ne l'ont pas eu, tellement insisté pour que le mari paye la scolarité des enfants, n'ont pas eu ça, qu'elles se disent, bon, je vais trouver un autre moyen d'expression. Et vous savez, nous les femmes, nous sommes des êtres émotionnels. Donc elle se dit, bon, comme je lui dis, il n'entend pas, je vais chanter, n'a dit rendez.
Vous voyez, c'est un moyen d'expression qui exprime en fait tellement de frustration qu'on finit par dire, je vais te dire clairement s'il y a une chanson qui peut traduire ce que je ressens, je vais la chanter pour que tu saches ce que je suis en train on va sur YouTube. Ce que je suis en train d'endurer. On télécharge la chanson. C'est rare qu'il n'y ait pas une histoire derrière les attitudes de certaines femmes, n'est-ce pas? Elle veut montrer qu'elle est mécontente parce qu'il y a longtemps qu'elle demande des choses raisonnables. C'est une façon de dire papa incapable ou mari incapable, n'est-ce pas? Donc il y a toujours une histoire derrière. C'est rare que ça soit juste une fille méchante, une femme méchante qui s'est mise avec un monsieur qui n'a pas réalisé qu'elle était méchante et puis maintenant elle est en train de lui démontrer. Une femme qui a été battue, qui ne veut pas se battre en retour, qui est allée voir ses parents, qui lui ont dit d'aidez-nous, nous finissons, tout ça, et qui revient au foyer, qui ne peut pas s'exprimer autrement, elle va chanter. Ou elle va parler à ses enfants, mais sachant que c'est à son mari. Donc si la chanson fait mal, il faut juste changer de comportement et non pas s'énerver. Il faut interpréter le message et le recevoir, même si c'est agaçant. Il faut interpréter le message et se dire, mais pourquoi elle fait ça? Et se souvenir que, c'est parce que moi-même, je dois reconnaître que, je la néglige, je ne m'occupe pas d'elle, je ne m'occupe pas des enfants, etc. D'accord. Sensibilisation dans nos villages. Elle a raison. Et je peux lui dire que quand nous avons fait une mission départementale qui nous a permis de dresser un peu comme une cartographie. Et je disais aussi tout à l'heure que nos sensibilisations seront des sensibilisations en lien avec le type de violence que subissent les femmes. Et je vais donner un exemple à madame. Si on se souvient, sur les réseaux sociaux, il avait circulé des images, une vidéo d'une femme que son mari avait ligotée. Les mains étaient ligotées dans le dos, les pieds étaient ligotés. C'est une femme de très petite constitution et il l'avait déposée à son portail devant leur maison. Comme un fagot, il y avait un petit bébé qui pleurait, qui regardait la maman. Et j'avais même fait une sortie sur les médias en fustigeant ce qui s'est passé. L'Institut national de la femme s'est constitué. D'histoire en histoire, je relatais le fait à une autre femme qui m'a dit, c'est Zé, non? J'ai dit oui, Zé. Elle a dit, Zé, c'est une autre histoire. Parce que la femme au tribunal disait, je ne veux pas qu'on punisse mon mari. Laissez ça comme ça, laissez-nous comme ça. Moi, ça m'avait choqué, mais on avait demandé au procureur de poursuivre. Et la dame m'a dit, Zé, les hommes sont violents à l'égard des femmes. 1. De 2, pourquoi les femmes ne protestent pas? Parce que il s'est fait que, curieusement, beaucoup de femmes qui se sont insurgées ont perdu la vie quelques mois après. Et à Zé, il y a pas mal d'orphelins. C'est carrément sauvage, ça. Et elle m'a dit, à Zé, il y a beaucoup d'orphelins. Donc cette dame, le message qu'elle est en train de vous envoyer en disant, laissez-nous comme ça, c'est je veux rester vivante auprès de mes enfants. Donc vous comprenez que la sensibilisation que nous allons faire à Zé, sur la base de ce fait, sera différente de celle que nous allons faire à Tofo, différente de celle que nous allons faire à Tukuntuna. C'est ça. Une sensibilisation basée sur ce que vivent le vécu, qui permet qu'on donne des exemples, qui permettent qu'on dialogue avec ces communautés-là. Donc, madame, je vous promets que la sensibilisation va aller jusqu'aux hameaux les plus reculés, que nous avons déjà parcourus et pour lesquels nous préparons un terrain. Nous aurons des points focaux. Des points focaux dans les administrations, dans les arrondissements, partout. Et grâce à ces points focaux-là, nous toucherons vraiment les communautés à la base, jusqu'au niveau famille. D'accord. Maintenant, nous allons recevoir votre mot de fin et vous pouvez donc profiter pour nous dire les perspectives un peu au niveau de l'INF. Ce sera votre mot de fin en 1 minute. Je voudrais en fait dire que l'Institut national de la femme est là pour recevoir les plaintes, pour recevoir les dénonciations liées à toutes les formes de discrimination et toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Tout ce qui arrive aux femmes, parce qu'elles sont femmes,
tout ce qui arrive aux filles, parce qu'elles sont filles, ne serait pas arrivé si elles avaient été des garçons ou des hommes. C'est le domaine de compétence de l'Institut national de la femme. Et je voudrais dire que l'assistance juridique et judiciaire apportée par l'Institut, pour les femmes qui sont économiquement vulnérables, l'assistance judiciaire est gratuite. Pour toutes les femmes, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, l'assistance juridique est gratuite. À l'Institut national de la femme, nous vous écoutons, mais nous vous conseillons, quand vous êtes en crise, que votre mari ne paye pas la popote, votre mari vous violente moralement et autres, nous invitons les maris, ou les compagnons, nous les écoutons, nous conseillons les familles. Nous allons jusqu'à conseiller les familles sur comment gérer leurs finances, comment sortir de la précarité. Nous avons reçu tellement de couples qui, après nous avoir écoutés, les maris ont changé de comportement, les femmes étaient plus à l'aise, la communication est rentrée dans le couple. Tout ça fait partie de la mission que l'INF s'est assignée. Je voudrais vous dire que nos bras sont ouverts. Parlez français, parlez Mina, parlez Fon, parlez quelque langue que ce soit, on trouvera le moyen de discuter avec vous et de trouver une solution à votre problème. Nous avons un numéro d'alerte qui est un WhatsApp, le 51 07 88 88. On peut nous appeler, on peut envoyer un message audio, on peut envoyer des photos, on peut nous écrire, on peut tout ce qu'on, des vidéos, tout ce que vous avez envie d'envoyer. Le numéro 51 07 88 88, c'est notre numéro d'alerte. D'accord. Nous sommes à l'écoute des femmes, nous sommes des bras ouverts pour recevoir les femmes et nous sommes aussi des bras ouverts à l'écoute de ce que nous pouvons conseiller aux hommes pour que la non-violence devienne une règle au sein des couples. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Huguette Bokwe Nyankadja, présidente de l'Institut national de la femme, donc au Bénin. Vous êtes sur Radio Cotonou et vous avez pris la parole pour opiner sur notre préoccupation du jour, l'éclosion de la femme béninoise. Quels sont les mécanismes à adopter? L'essentiel, c'est que le combat se poursuit. Et vous pouvez donc joindre l'Institut via WhatsApp 51 07 88 88 pour vous plaindre et déposer vos préoccupations tout simplement. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. Job Tikpe qui est là pour prendre les images. Zitlin Agbangba a assuré la mise en onde de cette émission. Au micro, Benjamin Honoré Naoum. Nous vous souhaitons du plaisir et gardez votre position d'écoute. Le meilleur, c'est ici. Un autre rendez-vous vous attend et vous aurez du plaisir à suivre le senior. Je l'appelle senior parce que c'est un senior. Merci à chacun et à tous. Passez du bon moment sur votre radio. Merci. Bye.